Yann Dumas est originaire de Haute-Loire. Il est passionné par l'histoire de France et s'intéresse particulièrement aux moments de gloire de notre pays et aux figures héroïques qui ont marqué les esprits à travers le monde. Et il publie un ouvrage qui sort des sentiers battus aux éditions L'An, que vous retrouverez bien évidemment en vente sur la boutique de TVL, sur le site tvl.fr. Et ce livre est intitulé « La francophobie médiatique ». Yann Dumas, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nos studios pour évoquer cet ouvrage. Mais avant toute chose, quelle est votre définition de la francophobie? Et puis, qui sont les francophobes? Alors, pour répondre à votre question, la francophobie médiatique et notamment la francophobie, c'est avant tout un ressentiment que j'ai découvert chez certaines personnes et dans certains pays, notamment qui sont historiquement rivaux à la France, et notamment à l'Hexagone, à ses idéaux et à sa culture et à ses valeurs qu'elle propage. Et notamment pour ce qui est des francophobes, c'est essentiellement, on va dire, les pays qui sont historiquement qui ont historiquement une véhémence à la France, notamment je pense à l'Allemagne, donc toute cette partie de l'Europe qui est germanophone, et également outre-Manche, donc à savoir les anglo-saxons, qui se distinguent par leur violence, notamment sur le plan militaire et maritime, sur le fait d'avoir conquis les océans, comme à travers le Commonwealth, et plus actuellement, c'est à travers le monde anglo-saxon en général. Oui, parce que vous parlez de francophobie médiatique, votre postulat étant le suivant: les médias anglo-saxons véhiculent des préjugés, des stéréotypes négatifs à l'égard des Français. Une francophobie, j'ai envie de vous dire, qui ne date pas d'eux et d'hier surtout. Alors effectivement, oui, comme vous dites, elle ne date pas d'hier. On pourrait revenir à bien plus loin qu'aujourd'hui, d'ailleurs, bien avant notre époque moderne et avec l'invention de tous les canaux médiatiques que l'on connaît aujourd'hui. On peut revenir à l'époque de Richard Cœur de Lion, en 1056, quand l'Angleterre a vraiment été créée. C'était sous le règne de ce grand roi, qui est une vraie figure héroïque anglaise, mais 100% normande, donc 100% de chez nous. Et également, on peut revenir également la période de l'histoire qui a été la plus marquante, qui a vraiment marqué cette rivalité entre Anglais et Français. Pour ne citer que cette partie-là de l'histoire, c'est la guerre de 100 ans, qui d'ailleurs porte mal son nom puisqu'elle a duré 116 ans d'ailleurs. Et également tout ce qui est rivalité territoriale entre la France et l'Allemagne, entre anciennement le Royaume de France et la Prusse qui a toujours voulu avoir la main mise sur l'Europe de l'Est, bien avant d'ailleurs l'Allemagne hitlérienne et tout ce que l'on connaît déjà dans les livres d'histoire modernes. Le roi d'Angleterre, ils ont dirigé une partie de la France, ils ont failli d'ailleurs diriger l'ensemble de la France, ils parlaient français. Également, oui. Il parlait français, mais petit à petit, on va dire, comme un enfant qui s'éloigne de ses parents héréditaires, si je puis dire. Disons qu'elle a décidé de s'émanciper, l'Angleterre, en se donnant une image propre à elle, propre à son identité, et un certain patriotisme et son savoir-faire qui se déshérite d'une certaine manière de son héritage typiquement français. Allez, le dénigrement des Français se fait tout d'abord, vous le dites, à travers les figures de la fiction. Et vous faites, alors là c'est une grande surprise, Captain America. Donc c'est un personnage de l'univers Marvel, un personnage anti-français. Alors honnêtement, moi ça ne m'avait pas sauté aux yeux. Je trouvais ridicule, mais pas anti-français. Alors ma foi, de mon côté, j'étais dans le même état d'esprit que vous la première fois que j'ai lu ça. Faut dire que je me suis beaucoup renseigné, notamment en lisant des comics et notamment en lisant les films Marvel quand j'étais enfant et adolescent, comme beaucoup de ma génération. Je parle des anciens, ceux depuis que Disney a racheté Marvel, d'ailleurs en 2008. Mais en ce qui concerne Captain America, je me suis renseigné. Et historiquement parlant, car c'est tout sauf un personnage récent, il a été créé fin des années 30, début des années 40, par deux dessinateurs américains à but purement de propagande.
Ils ont été et les premières affiches, notamment les premiers tracts et les premières BD qui montrent Captain America, c'était bien avant que l'Amérique n'entre en guerre, avant Pearl Harbor, les attentats de Pearl Harbor commis par l'armée nippone, qui a bien sûr, à juste titre, traumatisé plus d'un Américain à l'époque. Et ce patriote américain, on le présente plus récemment comme une figure qui est bienveillante aux yeux des Américains, quelqu'un qui est toujours du bon côté. Mais très récemment, on a une nouvelle version, on va dire un redémarrage, comme on dit en anglais, un reboot de l'univers Marvel qu'on appelle Marvel Ultimate, qui a été créé par un Écossais, un dessinateur et scénariste écossais, montre, on va dire, Captain America non plus comme une effigie qui donne envie de se battre, mais comme un vrai soldat qui se bat dans les tranchées contre les nazis, qui sont forcément toujours les méchants dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire cinématographique. Et pour revenir au sujet, justement, dans cet univers, à un moment on le montre se battant contre un ennemi, il a le visage ensanglanté et son ennemi lui dit de se rendre. Donc à ce moment-là, il lui donne plusieurs coups de tête et lui dit me rendre. Tu crois que cette lettre que j'ai sur le front représente la France? Donc là, ça nous soi-disant, les Français sont défaitistes. D'accord. Vous analysez aussi la perception des Français par des médias anglo-saxons à travers donc toujours ces films et dans le domaine dans lequel vous dites que les Français, donc vous en apportez encore la preuve, sont discriminés. Moi, là aussi, je savais que les méchants, ils étaient russes, dorénavant chinois, mais pas forcément français. Alors quel est l'exemple le plus convaincant que vous ayez, en dehors d'une phrase captée par Captain America? Alors, bonne question. Le premier exemple qui me vient en tête, par exemple, c'est un film que j'ai lu que j'ai regardé quand j'étais enfant. C'était le film Les Indestructibles, qui m'a beaucoup marqué, qui est sorti en 2004 déjà. Le temps file. Et c'était quand Monsieur Indestructible arrive à sauver un homme de sa chute mortelle, qui tentait de se suicider, et il tombe à un moment nez à nez avec un homme qui est habillé tout en mime, avec le maquillage, le béret, le t-shirt avec des rayures noires et blanches qui fait beaucoup penser à Jean-Paul Gaultier, avec un ton un petit peu efféminé d'ailleurs, et des bombes en bandoulière sur lui. Et dans la version française, on remarque qu'il l'appelle Folamour, mais dans la version originale, en anglais, il prononce Bombe Voyage. Bombe voyage ou bon voyage. Donc il y a ce champ lexical, ce détournement de champ lexical fait par les scénaristes américains dans les studios Pixar et notamment qui jouent avec la langue française pour, on va dire, auto-dénigrer. Donc il y a ce côté assez caricatural au niveau vestimentaire. Il faut aussi voir comment les méchants français se prononcent de manière faussement séduisante ou caricaturale. Donc très souvent ce sont des acteurs américains qui doublent ces personnages qui montrent une fausse image des Français, mais très souvent aussi c'est des acteurs français comme Jean Reno qui joue le Frog dans un autre film de DreamWorks qui s'appelle Souris City. Également, contre un gentil rein londonien qui essaie de retrouver sa demeure de lord anglais. Et, par exemple, vous prenez le cas de Dunkerque, qui a été réalisé par Nolan en 2017, si je ne me trompe pas. C'est un film qui est intéressant parce que je vais finir par on va croire que je suis un journaliste financé par l'USAID, mais Nolan s'en est expliqué. Il a dit moi, j'ai voulu montrer l'héroïsme des Anglais. C'était mon objectif. Certes, c'est peut-être fait au détriment du véritable héroïsme qui était français. Mais est-ce qu'il y avait la volonté de discriminer la France? Peut-être la volonté de tirer la couverture aux Anglais? Ça ne m'étonnerait pas. Christopher Nolan, c'est un réalisateur qui est déjà cosmopolite, puisqu'il a déjà travaillé pour les studios Warner Bros, notamment pour faire les films Batman avec Christian Bale. Mais pour en revenir à Dunkerque, ça ne m'étonne pas. Déjà, il faut comprendre qu'il s'agit d'un long métrage, donc qui dure environ, il me semble, plus de 2 heures, Dunkerque. Oui, et en seulement 2 heures, on ne peut pas parler d'absolument tous les héroïsmes de chaque soldat. Mais néanmoins,
Néanmoins, il aurait pu facilement, il me semble, en seulement 2 heures, il aurait pu éventuellement parler aussi bien du patriotisme britannique que du fait des soldats français qui sont restés pour protéger leur fuite, leur retraite, parce que c'était une retraite. Et ils avaient, les soldats britanniques, eux, avaient reçu l'ordre de leur état-major à l'époque de revenir à Londres. Mais par esprit de patriotisme et aussi parce que il n'est pas tenu, il n'a pas cet auto-dénigrement chez lui qui le pousse à montrer les Britanniques d'une certaine façon, puisqu'ils ont battu en retraite, il aurait très bien pu les montrer un peu plus vils, un peu plus pleutres, si je puis dire, bien que le mot soit un peu exagéré. Mais je pense que le fait qu'il montre les soldats français d'une certaine manière en train de fuir au lieu de rester est purement voulu. Bien sûr. À Dunkerque, l'armée française a été héroïque, ainsi que la population. Il faut le rappeler. Est-ce qu'il n'y a pas, allez, plus sérieusement, Yann Dumas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de vain, VAIN, à chercher des comportements anti-français dans les films anglo-saxons, alors que ce sentiment anti-français, parfois virulent d'ailleurs, il se retrouve dans les films français avec des financements français? Ça aussi, oui, effectivement. Ça aussi, c'est une bonne question. C'est une piste à explorer que, notamment, j'en parle aussi bien dans le chapitre dédié aux films qu'aux séries télé. Parce qu'il faut bien comprendre que, contrairement au cinéma hollywoodien ou au cinéma londonien, parce que aussi bien aujourd'hui, les Américains et les Anglais sont main dans la main, notamment pour ce qui est des productions et aussi parce que les réalisateurs américains aiment bien délocaliser en Angleterre parce que ça leur coûte moins cher. Hein. Chez eux, tout est beaucoup plus cher. Et pour ce qui est de chez nous, c'est beaucoup plus, on va dire, centralisé, c'est beaucoup plus familial. Le cinéma français, vous savez, c'est une grande famille et c'est difficile d'y entrer. Beaucoup plus qu'à Hollywood, on va dire. Il faut du réseau, on va dire, il faut du pistonnage. Et également, il y a une certaine, évidemment, il y a un autodénigrement, une auto-flagellation de la part de certaines productions françaises depuis 25 ans, on va dire, qui est présent à ma grande déception. Eh oui, regardez, le cas des Tuches, c'est emblématique, la jolie France ou la France gouailleuse, populaire, belle d'Audiard, laissez place à la vulgarité et à la bêtise pour décrire une famille de province. 1 million d'entrées en une semaine. 1 million d'entrées en une semaine, eh bien, on va dire qu'on pourrait expliquer ça par le fait que, à force de présenter toujours la même sauce et on va dire les mêmes caricatures, on finit par y croire. Je vais reprendre par exemple la citation d'Édouard Bernays, qui a été repris notamment non à juste titre par Joseph Goebbels. C'est un mensonge répété une seule fois est un mensonge et un mensonge répété plusieurs fois est une vérité. Eh bien, je pense que les Français ont tellement été abreuvés ces 25 dernières années par toujours la même propagande qui a commencé par de l'humour gentillet avec Les Visiteurs, par exemple, de Jean-Marie Poiré, et ça a fini par de l'autodénigrement, notamment d'une certaine élite qui est tout sauf patriote. Ah oui, alors on peut penser que la casse du CNC est sûrement un des vecteurs les plus zélés de la parole haineuse et antinationale, mais par exemple, et à contrario, l'autodénigrement, certes, mais alors dans ce cas-là, est-ce qu'on parle de masochisme français si on regarde que les dernières années, tous les films qui ont eu un grand succès sont des films qui se moquent un peu de la France ou des Français, le sens de la fête, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, etc. Après tout, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de simple et de peu grave à rire de nous, à rire de la France? Est-ce que c'est peut-être pas notre supériorité, finalement, par rapport aux anglo-saxons, la capacité de rire de nous? Alors, la capacité, une certaine capacité au niveau de la moquerie, mais c'est une bonne chose que vous en parliez, mais sachant que la moquerie comme l'humour, c'est subjectif. Tout le monde n'a pas la même sensibilité, notamment en ce qui concerne de dénigrer certaines personnes, notamment quand on parle d'une patrie qui est quand même multimillénaire et qui a 2000 ans d'histoire et qui est quand même beaucoup plus vieille, qui a beaucoup plus de leçons de leçons, c'est un bien grand mot, mais plus d'expérience en termes d'histoire et en termes de combat et de culture que par exemple l'Amérique, qui est née qu'en 1776. Mais le fait qu'on arrive à s'auto-critiquer, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas non plus que ça tombe dans l'autoflagellation et le fait de se rabaisser, parce que ça ne peut profiter ni à soi-même ni aux autres.
Et il y en a certains qui peuvent très bien enfoncer le clou, comme dans la réalité d'ailleurs. Mais moi, journaliste de l'USA, je m'y suis habitué maintenant, j'ai cherché tous les moyens de contrer votre point de vue. Alors j'en ai trouvé un, par exemple, vous dites, il y a les films qui affectionnent cette francophobie médiatique, cette francophobie tout court, pardon, mais il y a aussi bien évidemment les séries. Et là je me suis dit, mais il y a un hymne à la France, à votre France même idéalisée. Yann Dumas, on aurait pu tourner cela au Puy-en-Velay, c'est Emily in Paris, et pourtant c'est un produit Netflix. Alors, Emily in Paris, un produit Netflix, oui, bien avant d'être un produit français, sachant que la majorité du casting n'est pas français, il est anglo-saxon. Et pour citer votre exemple de Emily in Paris, c'est tout simplement, moi, pour avoir vu quelques épisodes, pour moi, c'est du même tonneau que Gossip Girl, Sex and the City. Mais la France est idéalisée, elle est belle, elle est même propre. Paris est propre, par exemple. À Paris sans Hidalgo, c'est quand même beaucoup, non? Également, ça peut valoir le coup quand on n'y est jamais allé et qu'on ne connaît pas ce qui fait le tréfonds d'une nation, notamment comme la France. C'est comme quand moi, si je regardais que des animés japonais, que je me donne une certaine vision du Japon. Mais ça ne veut pas dire que je connais tout ce pays qui est d'ailleurs plus vieux que la France. Mais pour en revenir à votre exemple de Emily in Paris, oui, ça peut donner une bonne image. Mais malheureusement, ce n'est pas la réalité de ce que beaucoup de citoyens français découvrent avec les difficultés du quotidien, l'insécurité, une certaine destruction de ce que fait Paris, qui est quand même une magnifique ville, notamment pour se balader aussi bien en voiture qu'à pied, et également où se trouvent tous les centres de pouvoir. Donc, il y a aussi tout le message, l'ambiance qu'il peut y avoir dans cette ville. Et Emily in Paris, malheureusement, ça trompe énormément de jeunes femmes américaines qui, dès qu'elles arrivent à Paris, qui, poussées par l'idéalisme et le romantisme totalement faux de cette série, qui n'est pas la première d'ailleurs, elles déchantent vite. Et ça, c'est bien sûr la même chose pour les touristes japonais, qui ont le syndrome parisien. Et quand même, c'est incroyable le fait que quand Émilie, qui est une Américaine qui vit en France, arrive dans une réunion qui se déroule en France avec des Français, l'ensemble de la réunion parle en anglais. Ça m'a toujours amusé. Bon, allez, amendement accepté pour Emily in Paris. Mais alors, comment expliquez-vous alors dans ce cas-là que l'acharnement contre la France, est-ce qu'il est généralisé? Exemple, plusieurs acteurs américains ont choisi de vivre en France, donc ils ont bien été attirés par sa culture, par son art de vivre. Clooney, Brad Pitt, Johnny Depp, Timothée Chalamet, qui a la double nationalité franco-américaine. Voilà. Alors, je vais prendre... ses grands-parents sont, si je ne me trompe pas, à Chambon-sur-Lignon, qui doit donc être en Haute-Loire. C'est vrai, c'est de bons exemples. Alors je vais les prendre un à un. Pour ce qui est de Johnny Depp, oui, effectivement, déjà il a vécu pendant, on va dire, il me semble, 14 ans avec Cécile de France, donc qui était quand même une très belle aventure, hein, à mon avis, pour lui, qui a pris le temps quand même d'apprendre notre langue, la langue de Molière, qui pour moi est la plus belle du monde. Mais ça reste mon avis, hein, bien sûr. Mais après, il a vécu pendant des années en France. Il a même acheté tout un village, il me semble, en Provence, dans le sud de la France, pour être tranquille. Il n'y a pas de francophobie. Oui, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y vit toute l'année et même tout le reste de sa vie. Il faut bien qu'il se déplace jusqu'à Los Angeles, par exemple, pour faire ses films, notamment sur les plateaux de tournage de Pirates des Caraïbes. Et notamment pour ce qui est de George Clooney, il n'est pas à sa première résidence, puisqu'il a aussi une résidence en Italie. Alors, on va dire que ils aiment la France, mais on va dire en tant que décor, on va dire. Je dirais en tant que joli papier peint, voilà, pour décompresser de leur journée et aussi de toutes leurs années de dur labeur dans le milieu hollywoodien, qui est quand même un milieu à temps plein où il y a beaucoup de concurrence, où il faut beaucoup attendre, il faut d'une certaine manière beaucoup s'humilier pour certains acteurs. Parce que il y a énormément de concurrence. Et pour ce qui est de Timothée Chalamet, pour le citer comme dernier exemple, eh bien c'est effectivement, ça peut être aussi un très bon exemple, même une fierté. Mais il fait ses films en Amérique et il est né à New York. Là, il a passé la majorité de sa vie et de sa jeunesse en Amérique.
Donc pour moi, ça en fait, on va dire, un Français, voilà, en plus il parle notre langue, mais ça reste tout de même, pour moi, un produit américain. Vous affirmez, en conclusion, là je redeviens très sérieux, que l'acharnement contre la France est en fait ancré dans l'inconscient, c'est quand même une notion importante sur laquelle il faut s'expliquer, dans l'inconscient collectif anglo-saxon, pour des raisons idéologiques et vous dites aussi économiques. Donc il y a trois notions qu'il faut évoquer, c'est-à-dire l'inconscient collectif, les raisons idéologiques et les raisons économiques. Alors l'inconscient collectif, pour commencer, c'est, on va dire, la rivalité, on va dire, historique qui est entretenue par, notamment avec tous les canaux de communication dont je parlais au début de votre émission, par rapport à une certaine caricature de certains stéréotypes qui reviennent chaque fois pour dénigrer en utilisant ce qu'on appelle le French bashing. Le bashing, en français, on pourrait traduire ça par le fait de battre violemment, aussi bien physiquement que verbalement, pour dénigrer une personne, pour la rabaisser plus bas que terre. Donc il y a l'inconscient collectif qui est entretenu par les médias et une certaine, on va dire, une certaine crédulité de certains citoyens étrangers qui n'ont jamais mis les pieds en France et qui ne connaissent que la France qu'à travers Netflix ou à travers la télé et à travers l'actualité qui est toujours très exagérée par les talk shows américains. Donc il y a cet inconscient collectif. Il y a également, en termes économiques, vous disiez ? Idéologique, économique. Et idéologique, dû au fait que certains, d'ailleurs de la part de certains journalistes, notamment un journaliste du Guardian, dont j'ai oublié le nom, il me semble, Monsieur Henney, qui a habité en France pendant très longtemps, qui expliquait que malgré tous ses défauts, la France était un rempart, un peu comme le village d'Astérix qui résiste à l'Empire romain. C'est un rempart et c'est une alternative au système libéral anglo-saxon, notamment avec toutes ces protections sociales. Nous, les Français, on est le pays des droits de l'homme, donc de l'humanité, donc on s'occupe énormément de l'humain. Donc avec toutes les allocations chômage, la CAF, la sécurité sociale, etc. Donc il faut à tout prix lui taper dessus pour ce journaliste en question. Et les raisons économiques. Et pour les raisons économiques, c'est tout simple. En fait, c'est que la France est un pays qui est centralisé, notamment au niveau économique, parce que la Bourse de Paris se trouve à Paris, alors que et en fait tout se joint législativement, politiquement, à la ville lumière. Alors que par exemple aux États-Unis, c'est une fédération. Il y a énormément d'ethnies. Il y a les blancs, il y a les latinos, il y a les asiatiques, il y a les japonais, sans parler de toutes les origines, on va dire européennes. Et c'est très décentralisé. Donc il y a bien sûr la Wall Street, il y a aussi Los Angeles, Washington. Donc il y a des grandes villes qui ont aussi bien leurs spécificités, mais qui ont aussi leur place économique. On va dire, c'est très décentralisé, comme ils ont beaucoup moins de protection sociale que nous. Donc on va dire, c'est le fait que on soit très différents, nous les Américains et les Français, sur ce point de vue-là, ça crée une certaine rivalité. Et aussi, on se dispute aussi les mêmes valeurs, notamment les valeurs de liberté, de droit de l'hommisme. Et aussi, on va dire, on se dispute également une certaine aura au niveau international. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour que ça cesse ? Parce que quel est le remède à ce matraquage ? Parce que la guerre culturelle, est-ce qu'elle est envisageable ? Honnêtement, M. Dumas, on en connaît la réponse. Alors, on en connaît la réponse. Je vous sens un peu défaitiste, un peu interloqué. La France est assez vassale des États-Unis. Elle l'est en matière militaire, elle est en matière diplomatique, elle est en matière culturelle. On le voit bien. Elle est avec des officines qui financent même sa presse. C'est compliqué, non ? Alors c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Quand on évoque aujourd'hui le mot compliqué, notamment avec tous les embarras, les tracas du quotidien, je dirais que c'est complexe. Mais c'est pas impossible. Là, vous allez me dire que je joue sur les mots, mais c'est. Je suis heureux de vous entendre qu'on peut faire quelque chose, pas développer les réseaux d'entraide. Alors déjà au niveau pratique, le fait est qu'il va falloir, on va dire, tirer l'oreille de certains de nos responsables politiques, parce que toute cette soumission, notamment depuis l'éviction de Gaulle, qu'on cite toujours en exemple, parce que on entend souvent de la bouche des Français
qu'il y a un certain effondrement de la France depuis 50 ans. Donc on cite toujours la 1968 comme le fait que De Gaulle, qui a fait rayonner la France et qui l'a fait revenir dans le giron international, notamment avec l'idéologie de la troisième voie. On va dire qu'il y a une certaine classe politique qui en est responsable, notamment soit par opportunisme, soit par la force des choses, donc la lâcheté. Et également, il va falloir les remettre dans une certaine forme de patriotisme, détruire une certaine caste, une certaine caste qui ne pense qu'à elle-même, qui a cassé le contrat social, notamment depuis le Covid, qui se sent pousser des ailes avec une certaine impunité, dû au fait qu'elle n'a pas les mêmes responsabilités et les mêmes problèmes que les Français du quotidien, qui représentent 90% de la population. Et également, pour ce qui est de cette bataille culturelle contre les Anglo-Américains, qui sont en première ligne contre nous, bien avant les Allemands, qui eux sont plus dans le combat industriel, notamment contre le nucléaire français, c'est le fait de se réapproprier les médias et on va dire de cesser une certaine hypocrisie de la part de certains médias qu'on dit de gauche, notamment. Bon, très bien. Puis on peut compter sur le président Macron pour que le French bashing cesse dans le monde entier par son comportement. Allez, est-ce que vous ne faites pas vous-même, et c'est le dernier mot avant de représenter ce livre, La francophobie médiatique, une nouvelle fois que vous trouvez sur la boutique de TVL, est-ce que vous ne faites pas, vous, du British bashing? Parce que, alors, je vais vous lire, parce que je trouve que c'est formidable. Oui. Je vous lis. Vous vous demandez à quoi ressemble l'Angleterre. C'est un pays de charme comme dans Harry Potter, composé de petits déjeuners sales, de thé fade, de conduite à gauche maladive, de plats immondes et de pluies interminables. C'est de bonne guerre, ça? Alors, c'est de bonne guerre. Tout dépend, en fait, du point de vue qu'on a, et notamment si on connaît bien l'Angleterre. Alors moi, pour y être allé, quand j'étais au collège, pour y être allé pendant 1 ou 2 semaines, seulement Londres, malheureusement, j'ai pas pu faire l'Angleterre en entier. C'est comme si on allait à Paris et qu'on se disait, voilà, on a vu toute la France, c'est faux. Mais j'ai rencontré des personnes qui étaient fort aimables, d'ailleurs, et une certaine sérénité, notamment quand je me baladais dans les rues de Londres. Mais pour ce qui est de cette citation-là que vous mettez en avant, je dirais que c'est... Oui, de moi, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Et j'assume complètement. Moi, le Téphane, non, mais c'est... Barton, c'est très bien, ça me va. On va dire que c'est de bonne guerre, dû au fait que ce n'est pas totalement vrai et en même temps totalement faux. Parce que avec notamment cette histoire de Téphade, dû au fait que... Les Anglais aiment bien mettre en avant les Français qui mangent des escargots, des baguettes de pain et du fromage et qui ont la baguette de pain sous le bras. Le Téfade, c'est, on va dire, pour moi, c'est quelque chose de gentillet. Mais en même temps, ça ne me dérange pas parce que moi aussi, ça m'arrive d'en prendre. Voilà, et Yann Dumas qui lance la guerre culturelle. Merci à vous, monsieur. Merci à vous.